Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver dans cet entretien exclusif sur Canal 3 Télévision. Nous sommes avec Monsieur Marc Vizy, ambassadeur agréé de la République française près le Bénin depuis bientôt 3 ans. En octobre 2020, au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, à la réception des copies figurées de ces lettres de créance, il qualifiait les relations entre le Bénin et puis la France d'un partenariat riche. Dans un instant, on fera justement le point, sinon l'état des lieux de cette coopération entre le Bénin et puis la France, justement, de façon concrète. Cet entretien intervient également quelques jours après la célébration de l'an 2 de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous étions le 24 février 2022, une date qui rappelle à nos souvenirs une journée assez traumatisante, comme bien d'autres d'ailleurs, et rien ne laisse présager une fin. C'est un sujet que nous allons aborder avec Monsieur l'ambassadeur, mais aussi ce que devient l'influence française sur le continent africain, ou du moins ce qu'il en reste. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et merci de nous recevoir à la résidence de France. Merci Monsieur Éric Guédénon, merci à Canal 3 de m'accueillir dans votre émission. Alors tout à l'heure, dans mon introduction, je l'évoquais, cela fait 2 ans que la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. Que devient la position française dans ce conflit aujourd'hui? D'abord, moi je voudrais avoir une pensée pour le peuple ukrainien qui souffre, le peuple ukrainien qui résiste, et puis une pensée pour toutes ces mamans qui perdent leur enfant au combat, pour ces femmes qui perdent leur mari, pour ces enfants qui peuvent perdre un père. C'est absolument dramatique. C'est une guerre d'agression. La Russie a décidé, dans un mouvement impérialiste, d'aller conquérir des territoires dans un autre pays, l'Ukraine. Et ce, au mépris total des règles de droit international qui veulent l'intangibilité des frontières internationalement reconnues. C'est comme si aujourd'hui, ici, dans un pays d'Afrique, un État voisin puissant attaquait un État moins puissant au motif qu'à la frontière de cet État, il y a des gens qui parlent la même langue. Imaginez que ça se reproduise partout en Afrique, ce serait une guerre civile partout, enfin une guerre généralisée en Afrique. Donc on ne peut pas admettre qu'un pays décide du jour au lendemain d'aller en agresser un autre pour des raisons qui lui sont propres et qui sont, au cas d'espèce, des raisons impérialistes. Donc forcément, la France et puis les pays européens, nous sommes aux côtés de l'Ukraine parce que c'est le pays agressé. Ça fait 2 ans, vous le soulignez, que cette agression dure et que le peuple souffre. Mais je voudrais aussi avoir une pensée pour les mamans russes, parce qu'elles perdent aussi des enfants dans un conflit qui n'est pas le leur. C'est le conflit, finalement, du président Poutine, qui a décidé de mener ses visions impérialistes. Le peuple russe souffre aussi de cette initiative qui n'a pas de sens en réalité. Donc nous sommes clairement aux côtés de l'Ukraine et avec les Européens, nous ferons tout ce qui est nécessaire aussi longtemps que ce sera nécessaire pour soutenir l'Ukraine. D'accord. Alors aujourd'hui, comment on peut mesurer ou peut-être quantifier la contribution de la France en soutien à l'Ukraine? Alors cette contribution, elle s'inscrit dans un cadre européen, évidemment, et elle prend plusieurs formes. D'abord une forme diplomatique. Depuis 2 ans, nous mobilisons tous les pays amis qui veulent bien nous rejoindre pour condamner l'agression russe. Et c'est pour ça que la Russie se trouve de plus en plus isolée sur le plan international, puisque la plupart des pays du monde, une grande majorité des pays du monde, condamnent l'agression russe, d'une part. Effort diplomatique aussi au niveau européen pour mobiliser nos partenaires européens. On l'a encore vu dernièrement, le 26 février, avec la conférence qui a eu lieu à l'Élysée. Et puis, c'est aussi une contribution sur le terrain, une contribution qui s'inscrit dans un nouvel accord que nous avons signé le 16 février, un accord de sécurité et de défense avec l'Ukraine, qui s'inscrit dans le temps long,
pour une dizaine d'années, et qui se traduit par exemple pour 2024 par un effort français de 2024, 3 milliards d'euros. Et en termes de soutien militaire? De soutien militaire en particulier. D'accord. Alors, c'est vrai que vous l'avez évoqué tout à l'heure, la France a organisé une conférence de haut niveau sur le soutien à l'Ukraine à Paris. Quelles sont les nouvelles orientations au sortir de cette conférence? Alors, cette conférence, elle a permis de faire un constat commun. Le constat commun que la Russie était de plus en plus agressive en Ukraine et que donc il fallait faire tout ce qui était nécessaire aussi longtemps que ce serait nécessaire. Et la conférence a aussi eu des conséquences concrètes avec la décision de formaliser un certain nombre d'accords bilatéraux, dont celui dont je viens de parler, signé entre la France et l'Ukraine, mais d'autres pays européens procéderont de la même manière, et puis aussi de formaliser un effort communautaire. Un effort communautaire sur le long terme qui pourrait prendre la forme d'un emprunt pour soutenir encore davantage l'Ukraine au niveau européen. Mais la question de la mobilisation des troupes au sol, elle a été posée. Le président a estimé que cela n'a pas fait l'unanimité. Pourquoi? Alors, le président Macron, à l'issue de cette conférence, s'est inscrit un peu dans le temps long, ce qu'il a appelé la dynamique. Un conflit, personne aujourd'hui ne peut dire de manière assurée que va devenir ce conflit d'ici 6 mois, d'ici 1 an ou dans 3 ans. Donc si ce conflit évolue d'une certaine manière, finalement, rien ne peut être exclu. C'est ce qu'il a voulu dire. C'est qu'il a voulu dire qu'il y avait forcément une incertitude et qu'on ne pouvait, par définition, rien exclure. Mais si des militaires européens ou français devaient être envoyés en Ukraine, ce serait prioritairement pour assurer de la formation par rapport aux équipements qui sont livrés ou dans des fonctions logistiques. Mais par contre, à ce propos, des médias ont récemment publié une supposée liste de 100 mercenaires français morts en Ukraine. Y a-t-il des mercenaires français en Ukraine? Alors, le gouvernement français, l'État français n'a envoyé aucun combattant en Ukraine. Ça, c'est complètement clair. Et cette liste, elle procède de la désinformation russe auquel on est assez habitué, ici aussi, malheureusement, en Afrique. Mais en revanche, on ne peut pas exclure qu'il y ait, dans une démarche individuelle, un certain nombre de Français qui se soient enrôlés dans l'armée ukrainienne. Ça n'engage pas la France. Mais ce qui n'engage pas la France, aucunement. D'accord. Alors, malgré les sanctions internationales à l'aide militaire également, la Russie continue de pilonner l'Ukraine. Est-ce qu'il ne faut pas revoir les positions, dialoguer et trouver un consensus? Alors, nous avons toujours appelé à ce que ce conflit cesse. C'est un conflit qui fait souffrir les peuples, je le disais tout à l'heure. C'est un conflit. D'autres pays en souffrent D'autres pays en souffrent, en particulier les pays africains. Il y a des conséquences en termes d'approvisionnement, en termes de matières premières agricoles. Donc c'est un conflit qui doit cesser. Nous l'avons dit immédiatement. C'est un conflit qui n'a pas de sens, qui n'a pas de justification. Alors, bien sûr, comme tous les conflits, il y aura à un moment le temps de la négociation. Mais cette négociation, elle ne doit aucunement se faire au détriment de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Encore une fois, si on piétine le principe de l'intangibilité des frontières internationalement reconnues, on ne sait plus où le monde ira. Donc ce principe, il est absolument cardinal. On doit négocier en maintenant de manière tout à fait énergique ce principe de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Parfait. Nous allons aborder la deuxième partie de cet entretien. On va parler cette fois-ci coopération entre le Bénin et puis la France. Comment qualifierez-vous la coopération entre le Bénin et la France à la date d'aujourd'hui? Je parlerai plutôt de partenariat. La coopération, c'est un peu daté. C'est vrai qu'on coopère, mais le partenariat, je crois que ça reflète mieux
ce que nous faisons ensemble depuis assez longtemps et de manière amplifiée ces dernières années. Moi, je qualifierais le partenariat de confiant, de puissant et surtout de multiforme. En fait, nous avons, entre le Bénin et la France, des partenariats dans un nombre important de domaines, et on pourra y revenir si vous le souhaitez, et c'est vraiment des partenariats qui sont basés sur la confiance. D'accord, donc enfin, on pourra maintenant évoquer ces axes de partenariat. Vous pouvez y aller. Parlez-nous justement des axes de partenariat que nous avons avec la France. Alors, je vous le disais, ces partenariats, ils sont multiples. Ils interviennent dans de très nombreux domaines. J'y reviendrai, mais il y a des priorités. Alors, les priorités, c'est d'agir ensemble sur ce qui est la culture et surtout ce qui est le tourisme culturel. Puisque le Bénin a décidé, pour développer son économie, de s'appuyer beaucoup sur la transformation des produits agricoles, on pourra en parler, et puis aussi sur le tourisme, parce que c'est aujourd'hui, enfin ça a toujours été un pays, le Bénin, qui dispose de nombreux attraits touristiques, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer à quel point on en parle, en France en particulier. Tout le monde veut venir au Bénin. Moi, j'ai tous mes amis qui veulent venir au Bénin, qui en ont entendu parler, et le Bénin fait rêver aujourd'hui. Alors, il fait rêver un peu partout, mais il fait rêver beaucoup en France, parce qu'il y a une proximité naturelle entre le Bénin et la France, et vous ne vous imaginez pas combien on parle du Bénin en France. Donc le choix de développer le tourisme et parmi la clientèle touristique, lorsque toutes les briques que le gouvernement béninois met en place seront posées, je pense qu'il y aura beaucoup de Français dans cette clientèle. Pas uniquement, il y aura des Nigérians, il y aura d'autres personnes, mais naturellement, les Français seront attirés. Et puis, donc, on a des partenariats dans ce domaine. Alors, ces partenariats, c'est par exemple l'appui au développement culturel, le musée d'art contemporain. Vous avez vu qu'avec l'opération des restitutions, la volonté du gouvernement de mettre en regard les objets restitués avec la production d'art contemporain, la créativité des artistes contemporains du Bénin, qui n'a pas d'égal, le gouvernement a décidé de faire des musées, notamment de faire un musée d'art contemporain. Ce musée d'art contemporain, il y aura un financement français. Un financement français avec un prêt, donc c'est pas juste de l'argent que donnerait la France comme ça, c'est le Bénin qui emprunte auprès de la France et qui emprunte à des conditions très avantageuses, avec des taux intéressants, des durées de remboursement intéressantes, une partie de dons aussi, et aussi la possibilité de dialoguer entre Béninois et Français pour concevoir, mettre en œuvre et construire ce musée d'art contemporain. À côté, un prêt aussi mixé avec des dons de 60 millions d'euros pour développer la politique culturelle béninoise dans tous les domaines. Donc il y a un véritable engagement commun à travailler sur ça, avec notamment le quartier culturel et créatif, qui est une idée tout à fait intéressante du Bénin. Parce qu'à côté des musées, le musée d'art contemporain, le musée du Vaudou qui sera à Porto Novo, le musée de l'histoire de l'esclavage à Ouida, le musée de l'épopée des rois du Dahomey et des Amazones à Abomey, il va y avoir ce quartier culturel et créatif à Cotonou. Et nous, notre plus grande fierté, c'est que le gouvernement béninois nous fasse confiance pour travailler avec lui sur une de ses priorités. Alors, quand on parle parfois de quel est l'intérêt de la France à travailler au Bénin, à être présente aux côtés du Bénin, c'est ça. C'est juste ça, c'est la fierté qu'on ressent quand on nous demande, quand on nous fait confiance et quand on nous demande de travailler ensemble sur des priorités. Comme dans certains pays, on y reviendra tout à l'heure, c'est plus le cas. Nous, on est heureux de pouvoir travailler avec les Béninois ici sur des projets importants. La culture, le tourisme... La culture et le tourisme, et puis la formation professionnelle, ça c'est le deuxième axe de priorité, puisque, comme vous le savez, le gouvernement béninois souhaite un peu inverser la proportion d'étudiants
qui sont dans les formations générales et d'étudiants qui sont dans les formations techniques et professionnelles, exactement. Et donc, là-dessus, le gouvernement béninois fait aussi confiance à la France pour travailler à des beaux partenariats dans ce domaine. Je citerai un exemple important, c'est la formation professionnelle agricole. Vous avez le projet de créer plus d'une trentaine de lycées techniques agricoles. Sur cette trentaine de lycées techniques agricoles, il y en a 10 ou 12 qui se feront en partenariat avec la France sur un financement de l'AFD. Et pas plus tard qu'il y a 15 jours, je me suis rendu à Ina, au nord de Parakou, où j'ai vu un lycée technique agricole en train d'être transformé avec la construction de bâtiments de formation, de dortoirs, d'équipements extrêmement concrets et pratiques qui vont permettre à des étudiants de cette région de se former aux techniques agricoles et aux techniques d'élevage. Ça, c'est du concret et c'est des belles choses que nous réalisons ensemble. Alors, sur l'as, justement, de la formation technique, est-ce qu'on a déjà évolué? Est-ce qu'on a des résultats concrets déjà? J'ai vu des bâtiments qui sont en train d'être construits et ça va se faire dans une dizaine, sur les 30, dans une dizaine ou une douzaine de lycées agricoles. Mais il y a d'autres exemples. Vous avez décidé de créer entre 6 et 10 écoles des métiers dans des domaines qui sont différents. Et là aussi, le Bénin fait confiance à des entités françaises pour travailler sur ces sujets. Par exemple, sur ces écoles, il y en a 5 ou 6 dont les programmes de formation sont bâtis en commun avec France Éducation Internationale sur un contrat passé par le Bénin avec cette entité qui relève du ministère français de l'Éducation nationale, donc pour concevoir les curricula, pour établir les cahiers des charges des équipements qui devront être dans ces écoles des métiers, pour aussi établir le cahier des charges des bâtiments, vous voyez. Et puis, par exemple, il y aura une école des métiers de l'eau, on fait appel, enfin le Bénin fait appel à l'Institut de l'eau de Limoges. Dans d'autres domaines, ce sera, pour la mode, ce sera aussi une entité française qui va accompagner l'école des métiers de la mode. Vous voyez, donc il y a vraiment une multiplicité de projets communs dans le domaine de la formation professionnelle qui est la seconde priorité. Mais il y a d'autres secteurs dans lesquels nous travaillons aussi ensemble. Évoquer le numérique peut-être. Alors, le numérique, la santé. Alors, juste avant de venir vous rejoindre, j'étais en visioconférence avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui est l'organisation qui gère tous les hôpitaux de Paris et de la région parisienne, qui est une énorme organisation avec, je crois, plus de 100 000 salariés. Eh bien, l'assistance publique des hôpitaux de Paris appuie la construction du CHIC, le centre hospitalier, le I, je me souviens plus ce que ça veut dire, de Cotonou. Donc ça va être l'hôpital de référence de Cotonou et à Abomey-Calavi. Donc c'est l'APHP qui est là sur les aspects d'ingénierie médicale. C'est une entreprise française, Bouygues, qui construit. Il y a aussi le centre qui est en construction. Le centre qui est en construction. Donc ça aussi, le Bénin et la France sont très articulés dans ce domaine pour travailler ensemble. La semaine prochaine, on aura une mission du Fonds mondial. Le Fonds mondial, c'est le fonds qui travaille à la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. La France est le deuxième contributeur de ce fonds mondial. Eh bien, on sera présent aussi dans ce domaine-là pour la santé. Il y a d'autres domaines, l'éducation, l'enseignement supérieur, qui est encore une chose différente que la formation professionnelle. Sur une quinzaine de ce qu'on appelle les partenariats pour l'enseignement supérieur en Afrique, qui sont des partenariats entre des établissements français et béninois dans le domaine universitaire. Sur la quinzaine qui existe en Afrique, il y en a 4 au Bénin, avec des choses extrêmement concrètes. La semaine dernière, j'ai visité le centre à l'université d'Abomey-Calavi. J'ai visité ce projet avec la mise en place d'équipements qui vont permettre à des jeunes peut-être de créer leur PME en sortant, dans le domaine de la transformation de l'ananas ou du ciceré. Vous voyez, c'est quelque chose d'également extrêmement concret.
cas, vous l'avez évoqué, les domaines sont variés. Alors, au regard de toutes ces actions, comment vous voyez en termes de perspective ce partenariat entre le Bénin et puis la France? Est-ce qu'il y aura d'autres projets innovants? Il y a des projets nouveaux tous les jours, et puis c'est des projets qui sont souvent innovants. Il y a 15 jours, je vous cite des exemples concrets, hein, parce que c'est important. Il y a 15 jours, j'ai été également à l'université d'Abomey-Calavi, et là, sur encore un autre projet qui s'appelle le projet Patrimoine 2.0, on a remis des équipements à une équipe de l'université, l'INMAC, d'archéologie sous-marine, pour que des étudiants et des professeurs puissent aller dans la baie au large de Ouida pour faire des études, essayer de retrouver des bateaux négriers pour mieux comprendre l'implication de Ouida, le rôle de Ouida dans le commerce triangulaire. Ça aussi, c'est au confluent de la formation, de l'innovation, et puis également du tourisme. Vous voyez, donc, voyez, on fourmille de projets aussi innovants que ça. Il y a, dans le domaine de l'agriculture, on n'a pas parlé de l'agriculture, on a parlé de la formation agricole, mais il y a un projet de l'AFD, du ministère de l'Agriculture béninois avec l'AFD, qui s'appelle le projet TASCO, Transition agricole en zone cotonnière, où on fait des recherches assez poussées avec des centres de recherche sur comment mieux alterner la culture du coton, qui a tendance à épuiser un peu les sols, avec d'autres spéculations agricoles, comme des plantes fourragères, comme des plantes légumineuses, comment mieux gérer ce système d'alternance de culture. Et on a déjà 7000 agriculteurs dans le Nord qui ont été formés à ça et qui verront leurs revenus augmenter du fait de ces recherches menées en commun, du fait de ces formations. Là aussi, c'est du concret. On vous a vu également sur le secteur de l'énergie, dans la construction des centrales photovoltaïques. Là aussi, c'est innovant. C'est à Pobé, la centrale de Pobé, qui est financée sur des financements européens, puisqu'on agit souvent en équipe d'Europe, hein, comme vous le savez, des financements européens français pour construire deux centrales. Il y en a une qui est déjà réalisée, qui est branchée au réseau, une autre qui est en construction. Et pour faire réaliser deux centrales, je crois que chacune doit faire à peu près 20 mégawatts, qui sont injectés dans le réseau, et qui permettent de stabiliser et de densifier la production électrique au Bénin, pour que le Bénin devienne plus autonome en matière d'électricité. Parfait. Ça va être la dernière partie de notre entretien. Nous allons rester dans la sous-région. Cette fois-ci, ma question, c'est de savoir quelle devient l'influence française sur le continent africain. Je vous parlais à l'instant de partenariat. Moi, je crois qu'il faut plutôt raisonner en partenariat qu'en influence. Ça correspond plus à la réalité de la relation. Donc, je reformule la question. Oui. Quel devient le partenariat voilà. entre la France Et ben, le partenariat, il est en plein développement. Alors, il est en plein développement. Il y a, je crois, 54 pays sur le continent africain. Dans la quasi-totalité des pays, le partenariat entre la France et ces pays est en expansion. C'est ce qui a été souhaité d'ailleurs par le président de la République française, qu'on propose, qu'on offre des possibilités de partenariat à tous ces pays. Alors, je vois bien quelle est votre question. Il y a certains pays, pas très loin d'ici, qui ont décidé de ne plus coopérer avec la France et qui ont même demandé à l'armée française, qu'ils avaient appelée, hein, il faut quand même le souligner, de partir. Bien, on est parti. Si, pour une raison ou pour une autre, un pays décide que c'est pas dans son intérêt, ou c'est en général plutôt pas dans l'intérêt de ses dirigeants d'entretenir un partenariat avec la France, eh bien on part. On ne s'impose nulle part. Mais après, quelle est l'explication derrière cette situation? Alors, le Mali, la Centrafrique, le Burkina Faso, le Niger. Comment vous-même vous expliquez justement cette situation? Alors, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, on a eu une succession de coups d'État, avec des jeunes qui ont fait mine au départ de vouloir s'inscrire dans une transition pour confier le pouvoir aux civils, et qui aujourd'hui, malgré tous les efforts de la CEDEAO,
ne parle plus tellement de transition, ne parle plus tellement d'organiser des élections, de redonner le pouvoir aux civils. Donc, moi, je voudrais aussi avoir une pensée pour les populations. Parce que ces populations, aujourd'hui, dans certains de ces pays, n'ont plus le droit de s'exprimer. Quand on s'exprime, on est arrêté. Quand on appartient à une ethnie qui est stigmatisée, vous pouvez un jour dans un village recevoir la visite de 4x4 remplis de militaires ou de paramilitaires, parfois aidés. Encore de ces mêmes populations, il y a un sentiment anti-français. Oui, mais on va en reparler. Ces populations, quand on se fait massacrer dans un village parce qu'on appartient à telle ou telle ethnie, avec la caution du gouvernement, la caution de la junte et l'appui de Wagner, par exemple, je ne suis pas sûr qu'on ait fait des grands progrès. Donc, il y a des jeunes qui ont fait miroiter des espoirs, et pour faire miroiter des espoirs, et pour faire adhérer la population à ces espoirs, ils ont désigné un bouc émissaire. L'émissaire tout trouvé, c'est la France, parce que la France est effectivement, dans ces pays francophones, le pays occidental le plus présent, avec lequel il y avait le plus de partenariats. Prenez le Niger, il y avait de très beaux partenariats. Le rapport de la France avec ces pays, ce n'est pas toujours aisé. On a toujours le sentiment qu'il y a un déséquilibre et que ça profite plus à la France, et ça fait partie des raisons. Alors, j'aimerais que vous me disiez, puisque vous dites ça, qu'est-ce que le Burkina Faso ou le Mali rapporterait ou rapporter à la France. Prenez le Mali. Qu'est-ce que ça nous rapportait? En 2013, le président de la République, François Hollande à l'époque, a décidé de répondre à la demande du gouvernement malien pour faire intervenir la France et l'armée française et stopper la progression vers Bamako des djihadistes. Qu'est-ce que ça nous a rapporté? À l'époque, ça nous a rapporté de remplir une obligation vis-à-vis de l'État malien qui nous le demandait. Ça nous a permis, et moi j'étais au cabinet du président de la République à l'époque, et quand il a décidé de l'opération Serval, il est venu nous voir, tous les membres de son cabinet, on était une trentaine, il est venu nous l'expliquer. Et il nous a expliqué qu'il avait décidé de répondre favorablement au gouvernement malien. D'abord parce que nous avions un ennemi commun qui était le terrorisme djihadiste, mais surtout parce que nous avions une dette de sang vis-à-vis du Mali, des Africains en général, et du Mali en particulier, puisque des milliers d'Africains étaient venus nous aider à la fin de la Deuxième Guerre mondiale à nous libérer du totalitarisme nazi. Et le président à l'époque, et Emmanuel Macron était aussi dans son cabinet, a entendu la même chose. Le président, à l'époque, a considéré que nous devions acquitter cette dette de sang et venir aider les Maliens qui étaient confrontés, qui devaient faire face à une autre forme de totalitarisme, le totalitarisme djihadiste. C'est une opération qui ne nous a évidemment rien rapporté d'un point de vue matériel. Ça coûtait à peu près 1 milliard par an à la France. Et ça n'est pas du tout le Mali qui l'a financé, contrairement à ce que certains veulent faire croire. Et ça nous a coûté 59 morts, 59 jeunes Français morts. Et je pense que quand certains disent aujourd'hui que tout ça, enfin quand certains condamnent l'intervention alors qu'elle a été demandée par le Mali, moi je pense à ces mères qui ont perdu leur enfant pour aller défendre un territoire qu'elles ne connaissaient pas. Et le retour des choses, c'est que on leur explique que la France est allée piller le Mali. Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a aucune... ça ne rapportait strictement rien. De la même manière, il y avait aussi une présence au Burkina qui ne rapportait rien. On nous explique que ça pourrait être un intérêt pour les mines d'or. Il n'y a plus d'entreprises françaises qui exploitent de mines d'or depuis des décennies. Donc, tout ça est orchestré, ce sont des choses qu'on essaye de faire croire aux jeunes, notamment à des gens qui ne sont pas très bien informés, et pour désigner un bouc émissaire, parce que les espoirs qu'ont fait naître ces jeunes, elles sont incapables de les satisfaire aujourd'hui. La situation se dégrade sur tous les plans. Alors maintenant, la France est partie
parce qu'on nous a demandé de partir. C'est un peu moins la France qui est bouc émissaire. Maintenant, c'est la CEDEAO. Quand ils auront quitté la CEDEAO, j'espère qu'ils ne le feront pas, mais s'ils mettent leur projet en œuvre, ils trouveront un autre bouc émissaire. Mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, malheureusement. Est-ce que du côté de l'Élysée, on a vu venir tout ce chamboulement au niveau de ces pays? Par définition, quand une junte décide de faire un coup d'État, son premier réflexe n'est pas d'aller informer l'ambassade de France. Donc, je dois reconnaître que... les meilleurs services de renseignement au monde. Oui, mais nos services de renseignement, c'est des services de renseignement qui ne sont pas là pour espionner les partenaires. On a ici le Mali, le Burkina, le Niger, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des pays ennemis qu'on a envie d'espionner pour le plaisir de les espionner. Quand il y a des services de renseignement ici, c'est encore une fois pour faire des partenariats et pour former des agents au renseignement contre le terrorisme. On n'est pas du tout là. Enfin, quel intérêt on aurait à espionner le Niger, le Bénin, la Côte d'Ivoire, des pays comme ça? Ça n'a pas de sens non plus. Nous, nos services de renseignement, ils travaillent en partenariat avec les services de renseignement de ces pays pour lutter précisément contre notre ennemi commun qui est le terrorisme. Alors nous allons finir cet entretien avec une dernière question. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste tendu avec ces pays, mais est-ce qu'on peut espérer un renouveau de partenariat? Le Niger, le Mali, le Burkina Faso, qui sait? Vous savez, c'est des peuples amis. C'est des peuples amis et c'est pas parce qu'on donne 1000 francs CFA à 1000 jeunes pour aller brûler des drapeaux français et brandir des drapeaux russes devant une ambassade que la totalité de la population est hostile à la France. Moi, j'y crois pas. Alors, pour autant, j'entends bien qu'on diffuse du narratif anti-français avec beaucoup de bêtises et que certains sont sensibles. Mais je pense que dans le temps long, cette amitié qui existe, parce qu'elle est faite, cette amitié, de décennies de coopération, de décennies de jeunes qui sont venus dans le cadre de la coopération décentralisée, de décennies d'étudiants qui sont venus étudier en France, de relations avec les diasporas. Tout ça fait que l'amitié qu'il y a entre les peuples est bien plus forte que les intérêts de certains militaires au pouvoir actuellement. Donc on est confiant, on sait très bien que cette amitié, elle va durer, et puis que quand la démocratie sera restaurée, quand les choses iront mieux, eh bien on reprendra nos partenariats. En ce moment, c'est pas possible, on nous demande de partir, on part. Quand on nous demandera de nouveaux partenariats, je suis sûr qu'on écoutera ces demandes. Parfait. Monsieur Marc Vizy, merci vraiment. Merci de votre disponibilité. Vous avez un mot de fin? Bien, écoutez, d'abord, je voudrais vous remercier parce que c'est une occasion qui m'est donnée d'exprimer la position de mon pays sur plusieurs sujets, notamment sur l'Ukraine. Hein. On est dans la semaine, vous avez dit, la célébration. Je parlerai plutôt de la commémoration d'un événement plutôt triste. Et puis, je voudrais vous dire que je suis, en ce qui concerne le Bénin, très confiant dans la poursuite de toute cette coopération, de tous ces partenariats qui s'expriment dans l'amitié et aussi dans la confiance. Parfait. Je rappelle que vous êtes de la République française près le Bénin. Merci encore une fois de votre disponibilité avec vous. Nous avons évoqué justement la problématique de la guerre en Ukraine. Nous avons parlé de la coopération, du partenariat entre le Bénin et puis la France, mais aussi le partenariat souhaité entre la France et puis le continent africain. Merci vraiment pour toutes vos réponses. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Retrouvez-nous sur Canal 3 Télévision et à très vite.